Là, honnêtement, aujourd'hui, ça va être un live très important. C'est un live très important. C'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai réussi à vraiment passer, à vraiment casser mon plafond de verre. C'est une des raisons qui m'a motivé aussi à lancer un programme. C'est un des sujets qui me passionne le plus, sur lequel je suis le plus renseigné. C'est un truc qui est hyper complexe et qui s'inscrit dans un registre en vrai de 3 lives. Donc en fait, on a ce live-là qui est peut-être le live introductif finalement. Il y a le live recrutement qu'on a déjà fait. Ok, Lucas est là, super. Le live recrutement qu'on a déjà fait. Je ne sais pas qui va venir, j'ai pas fait de sondage. Ouais, ouais, ok, pas grave. Pas grave, pas grave. Pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, en gros, ce live-là, il va faire partie d'une espèce de trilogie. Donc, en fait, celui-ci, ah, Théo est là. Celui-ci, c'est le live explicatif, on va dire, introductif. D'ailleurs, Théo, du coup, j'ai fait que ça avec lui ces dernières semaines. Du coup, Théo, il en a bouffé de ça, hein. Il en a bouffé parce qu'il est vraiment, vraiment dans cette situation-là. Et je vais beaucoup le prendre en exemple là-dedans parce qu'on a beaucoup bossé sur ça en coaching indiv et que c'est hyper important parce que vous vous retrouverez tous en fait dans cette situation à un moment donné. Donc voilà. Euh, donc oui, je finis enfin ma phrase. 3 lives, celui-ci, le live recrutement qui est déjà en ligne, et le dernier live, ce sera le live SOP et process, ok, sur en gros comment créer un process de fou furieux, comment créer des SOP, qu'est-ce qui les rend efficaces, comment faire en sorte de, voilà, de créer des process. Donc ça aussi, ça va être un live super important. Ça va prendre 2 heures. En fait, tout est plus complexe que vous ne le pensez, donc tout peut prendre 2 heures à expliquer. Typiquement, le sujet d'aujourd'hui, comment faire un process, recruter. Vous avez vu, j'ai fait un live de 2 heures sur comment recruter des créatifs. Donc voilà. Euh, ok, très bien. On va démarrer directement. Donc, ah oui, il faut que je vous projette mon cours. Tout le monde ici a déjà assisté à un live masterclass. Parce qu'on a eu les invités, on a les live sales, etc. Euh, mais ça, c'est le premier format, le format originel que je faisais beaucoup au début, où en gros, c'est comme un cours en vrai, hein. C'est comme un cours limite universitaire ou quoi, un cours en visio, un cours façon Covid un peu. Euh, donc voilà, je pense que tout le monde a déjà, oui, bah oui, vous avez fait, ouais, c'est ça, les anciens, ils en ont bouffé du live masterclass. Ok, alors, aujourd'hui, j'ai nommé ce live comment racheter son temps pour faire x10 sur son business. Ok, c'est tout simplement le mécanisme qui permet à 100% des entrepreneurs de scaler au-dessus de 5 000 euros par mois. En vrai de vrai, tout le monde est passé par là. Tout le monde, toutes vos références, tous les gens que vous suivez, tout le monde est passé par là. Ok, c'est juste que vous n'êtes pas au courant de comment ils ont fait. Ou alors vous pensez savoir comment ils ont fait, mais c'est pas comme vous le pensez. Ok, donc tout entrepreneur désirant générer de la croissance passe par les mêmes étapes. Ça vous concerne, ça me concerne moi, ça concerne tous les gens que vous suivez et que vous admirez sur les réseaux, sur YouTube, etc. Ok, pourquoi? Parce que on est tous nés, entre guillemets, égaux, avec 24 heures de disponible dans une journée. D'accord? Genre, vous, comme Bill Gates, comme un gars dans un village paumé au Cambodge, qui est né avec rien pour lui, la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on a 24 heures dans une journée. Okay, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même argent, on n'a pas le même environnement, on n'a pas tout ça, mais on a tous 24 heures dans la journée. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est un truc qui est hyper important parce que c'est quelque chose, vraiment, il y a peu de choses sur quoi tous les humains du monde entier sont égaux, mais le temps, c'est quelque chose sur quoi on est égal, tu vois. On a vraiment tous la même quantité de temps. Après, on meurt à un âge plus ou moins avancé en fonction de notre destin, entre guillemets. Mais une journée, ça fait 24 heures pour tout le monde, quoi. Donc, rendez-vous compte de ça. Comment c'est possible, du coup, que, là, je vais prendre mon exemple à moi parce que ça vous parle et parce que c'est proche de votre situation, mais comment c'est possible qu'en juin 2024, parce que la situation a pas évolué, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en juin 2024, je travaille entre 28 et 32 heures par semaine. Comment je le sais? Parce que je traque mon temps et on va en parler juste après, c'est le sujet de ce live. Avec au moins 5 projets design en prod, je ne me souviens plus exactement, 16 clients dans l'accompagnement, 8 heures de coaching par semaine, un live hebdo et des prestations complètes à 3 500 euros, où j'en signe 3 à 4 par mois. Okay, comment c'est possible que moi, je travaille juste moins de 30 heures par semaine? Comment ça se fait que moi, je suis
en train de chill sur la terrasse du condo, en train de regarder les playoffs NBA. OK? Alors qu'il y a des gens qui font leurs 35 heures, machin, et qui sont payés 4 fois moins que ça. OK? Ben, cette raison-là, c'est parce que moi, j'ai compris. Et c'est pas à propos de moi, hein, c'est pas pour me la péter ou quoi. C'est juste que, genre, moi, à un moment donné, j'étais là en mode, mais comment c'est possible? Cette question me tiraillait. Puis j'ai pété le plafond de verre et je me suis retrouvé dans cette situation. Et j'ai capté comment ça se passait. Encore pire, du coup, là, je vais prendre un vrai exemple de quelqu'un qui a vraiment un truc important. Pas, tu vois, enfin, moi, c'est vraiment rien. C'est juste proche de votre situation. C'est juste au-dessus, on va dire, du plafond de verre que vous avez, on va dire. Encore pire. Comment un mec comme Iman Ghazi, je prends l'exemple parce que c'est Serge Gattari qui disait l'exemple et dans ce live-là, j'ai envie de parler de mecs que j'admire, dont Serge Gattari, que j'ai croisé du coup il y a 2 jours à Starbucks. Je l'ai rencontré il y a 2 jours, je l'ai croisé et je suis allé lui parler. En vrai, c'était cool. Donc, comment un mec comme Iman Ghazi fait rentrer des millions en chillant sur son yacht? C'est-à-dire que genre, lui, il dépense même pas son temps, pourtant il fait des millions de plus que vous. Pourtant, il a 24 heures dans la journée comme vous. Ok. Donc, tout ça, c'est des questions qui paraissent évidentes, obvious. C'est normal, on est dans l'intro, on est dans une intro un peu large, mais vous allez comprendre comment ça introduit le sujet. Réponse, les leviers, le leverage en anglais. Le leverage, c'est une notion qu'on entend partout. C'est le cheval de bataille de mecs comme Alex Hormozy, du coup de mecs comme Serge Gattari aussi. En gros, c'est l'idée de dire que l'argent que tu génères n'est pas corrélé au temps dépensé. Parce que logique, hein, si le plafond d'argent que tu peux générer était obligatoirement corrélé au temps que tu dépenses, bah en fait, vu qu'on a tous 24 heures dans la journée, celui qui arriverait à bosser 24 heures serait le plus riche. Or, c'est pas le cas. Ok, c'est pas comme ça que fonctionne le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des leviers, du leverage. Donc là, je vais vous montrer comment acquérir du leverage, en fait, tout simplement. En tout cas, la première étape pour basculer de j'échange mon temps contre de l'argent vers je commence à avoir des leviers de croissance. Okay. Donc, en gros, l'idée des leviers, c'est de dire low input, high income. Comment est-ce que je mets moins de charbon dans la machine? Comment est-ce que je mets moins d'input et comment est-ce que j'ai encore plus d'argent qui ressort? Okay. Comment je dépense moins et comment je gagne plus. Donc ça, c'est important. C'est l'écart. Et en fait, c'est comme ça. Il y a des longues vidéos sur YouTube de Alex Hormozy qui expliquent ce que c'est que le leverage, etc. Donc, je fais juste un petit rappel là pour que vous compreniez. En vrai, c'est important. Dites-moi si vous n'avez pas compris là maintenant direct dans le chat. Comme ça, je vais un peu plus en profondeur, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet. C'est juste ça, c'est le sujet global et nous, on est dans une petite niche dans ce sujet. Ok. Donc, comment générer plus en faisant moins. Donc, on démarre tous broke avec le même nombre d'heures. Et ça, c'est la vérité. Quand je dis tous, pas tous, il y a des héritiers, il y a des gens qui sont dans des conditions bien pires que nous, il y a des gens qui sont dans des meilleures conditions que nous. Mais je veux dire, l'humain moyen en Occident, des gens average comme nous, quoi. Genre, je pense pas qu'il y ait de fils de millionnaires ou d'enfants de millionnaires ici. Je pense pas que voilà, on n'a pas grandi forcément à Saint-Germain-en-Laye et tout. On est des gens plutôt, voilà, on a la chance d'être nés en France, mais on est plus ou moins similaires, je pense tous. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on démarre tous broke avec le même nombre d'heures. Donc, de base, on doit faire des études, après, on doit avoir un métier, sinon on ne peut pas financer notre vie, tout simplement. On n'est pas rentier. Donc, ça, c'est la base. Moi, j'ai démarré comme ça. Comme je vous disais, j'ai bossé en CDI, dans la vente, machin, je ne gagnais pas beaucoup, etc. Vous, c'est probablement votre cas. Je sais que Leïla, qui n'est pas là aujourd'hui, exceptionnellement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, elle bossait à Basic Fit. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà bossé des trucs comme ça. Donc, en fait, on n'est pas différents les uns des autres. Hein. On a tous le même nombre d'heures et on est tous broke à la base. Okay, donc, on doit build un truc. On doit construire quelque chose. Ce qui fait que pour construire quelque chose, quand on démarre broke, ben on n'a pas le choix. Ce qu'on doit faire, c'est échanger notre temps contre de l'argent. En gros, et je simplifie, c'est l'idée de dire aujourd'hui, je te donne 7 heures, je te donne 7 heures de mon temps en échange de, je ne sais pas à combien est le SMIC actuellement, mais 75-80 euros. Donc 7 heures de mon temps égale 70-80 euros. Vu que j'ai beaucoup de temps, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que j'ai beaucoup de temps, ok? Je suis au chômage, j'ai beaucoup de temps, j'ai rien à faire. Donc, mon temps disponible, en fait, je suis riche en temps. C'est ça que
comprenez, quand tu démarres broke en argent, tu démarres aussi riche en temps, normalement. Sauf si tu fais de la merde. Mais en gros, c'est ça. Tu es riche en temps et tu es pauvre en argent. Mais les deux sont une monnaie, ok. Les deux c'est une monnaie, tout simplement. Donc, tu dépenses de la monnaie dans laquelle tu es riche, qui est le temps, pour acquérir de la monnaie dans laquelle tu es pauvre, de l'argent. Ok. Et du coup, ce que vous comprenez ici, le premier mécanisme à comprendre, c'est que temps et argent sont interchangeables, en fait, sont échangeables. Temps et argent ont une valeur qui est corrélée, pour le coup, uniquement à ce stade-là. Donc voilà, on peut échanger du temps contre de l'argent. Donc, 1 heure égale, on va dire, je sais pas, genre 15 euros ou 12 euros peut-être, je pense que c'est plus proche du SMIC. Donc, 1 heure égale 12 euros dans la société, machin, etc. OK. Sauf que c'est limité. Ça veut dire que, genre, bah vas-y, je vais faire mes 7 heures, puis je vais faire mes heures sup, puis je vais faire mon week-end. Au bout d'un moment, j'ai plus de temps. Le temps, il est limité. Et ben, c'est pareil pour les entrepreneurs. La plus grosse contrainte d'un entrepreneur, mais genre vraiment, genre, il n'y a pas pire contrainte que ça, tout simplement, dans la vie d'un entrepreneur. C'est le plus gros problème d'un entrepreneur, c'est ça. C'est son temps, en fait. La plus grosse contrainte. Si on avait temps illimité, celui qui gagnerait au jeu de l'entrepreneuriat, c'est celui qui a la plus grosse vision. C'est celui qui, qui est capable de mettre le plus gros volume de travail en œuvre. C'est ce que je vous ai dit au début. Ok. Ce serait un jeu de volume. Mais, on le répète, les gens, et ça on va en reparler après, qui sont les plus riches sont ceux qui font le moins de choses. Ok. Donc en fait, ça prouve encore une fois que en fait, vous pensez jouer à ce jeu-là, mais en fait, vous jouez à un tout autre jeu, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui différencie ces gens-là, qui sont capables de générer des millions, voire des milliards en ne branlant strictement rien, des gens qui se cassent le cul 8 heures par jour pour un salaire misérable? Qu'est-ce qui les différencie? On va rentrer dans la première phase, dans laquelle vous êtes tous. Okay. J'ai plus de temps, je suis riche en temps, mais pauvre en argent. Je veux acquérir de l'argent en dépensant mon temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous découvrez ainsi que vos revenus reposent à 100% sur votre temps. Vous signez un contrat de web design. Vous passez un certain nombre d'heures sur ce contrat que vous monétisez et vous prenez de l'argent en échange. Ça, ce que je vous dis, c'est le TJM. Et là, vous voyez l'absurdité du truc. J'en ai déjà parlé dans un autre live. Vous voyez l'absurdité du truc. C'est que vous avez un skill que les autres n'ont pas. Donc, en fait, si c'était qu'une question de temps, ce serait pas n'importe qui pourrait faire un site web, en fait. Pourtant, ce que vous monétisez, c'est votre temps, alors que vous avez une compétence unique. Donc, vous voyez tout simplement que l'échange, là, on voit les limites, en fait, de l'échange entre l'argent et le temps, tout simplement. C'est qu'il y a d'autres facteurs de valeur qui peuvent rentrer en compte et que vous devez absolument sortir de ce modèle-là de on me paye pour un certain nombre d'heures. OK. Or, le temps est une des seules ressources 100% limitées, je le répète encore, et sur lesquelles nous sommes tous égaux, je le répète encore. Là, c'est très important. Hein. La plupart des gens, entrepreneurs, freelance, fondateurs d'agence, à moins de 5 000 € par mois, mince, mauvaise pioche, sont bloqués ici. Pour la plupart ici, c'est votre cas. Genre vraiment, je pense que c'est tous votre cas. OK. C'était mon cas aussi il y a 1 an. D'accord. Tout le monde est bloqué là. C'est le cas de 90% des gens que vous voyez sur Twitter. C'est le cas de 90% des gens que vous voyez sur LinkedIn. C'est le cas de la plupart des freelances. C'est le cas de tous les gens qui sont plus ou moins salariés à une plus ou moins grosse échelle. Je dis pas que c'est mal ou quoi. Je dis juste que c'est le cas. En fait, les gens s'arrêtent au fait d'échanger du temps contre de l'argent. Sauf qu'en fait, un entrepreneur ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, vous êtes bloqué ici. OK, bah, c'est cool. Là, vous découvrez que vous êtes bloqué dans la phase 1. Vous êtes plus riche en temps qu'en argent. Problème, phase 2. Donc, moi, je vais vous donner les secrets, tout simplement, pour sortir de la phase 1 et faire littéralement x10 sur votre business en travaillant encore moins que maintenant. C'est l'intérêt de ce live, c'est ce qui vous maintient en éveil et c'est ce qui est intéressant ici. OK. Deuxième phase. Maintenant que vous avez échangé tout votre temps, vous devenez pauvre en temps, parce que vous n'avez plus de temps. Par contre, vous l'avez échangé comme de l'argent. Donc, l'argent, vous êtes riche, quelque part, en argent. Donc, en fait, vous êtes maxé en temps et maxé en argent. Et c'est là qu'il y a le point de bascule. Et c'est là que les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire. En fait, les gens, quand ils sont maxés en temps et en argent, ils s'arrêtent là, quoi. Ils s'arrêtent là.
Alors qu'en fait, il faut enclencher la phase 2 à ce moment-là. Et du coup, c'est exactement cette phase-là où est Théo. Théo, il n'a plus le temps parce qu'il fait des dizaines de miniatures par semaine. Bon, après, il m'assure qu'il a encore du temps, mais pour l'exemple, on va dire qu'il n'a plus le temps du tout. Il n'a plus le temps. Par contre, il a de l'argent de côté parce qu'il il encaisse à fond tous les mois en échange de ce temps qu'il donne et qu'il a très peu de charges. Donc, il est beaucoup plus riche en argent qu'en temps, Théo. Donc déjà, essayez de comprendre. Est-ce que vous êtes plus riche en argent ou est-ce que vous êtes plus riche en temps à l'heure actuelle? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que vous êtes plus riche en argent ou est-ce que vous êtes plus riche en temps? Et en fait, cette question-là va déterminer, bah écoutez, maintenant qu'on a compris que le temps et l'argent sont deux monnaies, que en général, on démarre par échanger son temps contre de l'argent, donc on démarre par dépenser du temps pour acquérir de l'argent, et qu'on finit par ne plus avoir aucun des deux. Ça dépend des mois. Ok. Maintenant que vous avez compris ça, en fait, l'idée, c'est de faire l'arbitrage entre eux. OK, maintenant, à ce stade où j'en suis, sortir du moule de je ne peux que dépenser mon temps et commencer à se poser la question, est-ce que je dois dépenser de l'argent ou est-ce que je dois dépenser du temps sur cette tâche? OK, ça, c'est la première étape du leverage, c'est d'être capable de comprendre qu'il y a plusieurs monnaies et que vous n'êtes pas obligé de dépenser à chaque fois votre temps pour avoir un outcome. Vous pouvez dépenser votre argent et c'est ce qu'on appelle leverager quelque chose. Pour obtenir de l'argent, vous leveragez votre temps. Pour obtenir du temps, vous allez maintenant leverager votre argent. Vous rachetez votre temps avec votre excédent d'argent, tout simplement. Et là, vous utilisez un levier qui est l'argent pour obtenir un autre levier qui est le temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous dépensez, enfin, vous activez un levier pour obtenir un autre levier. Donc maintenant que vous avez du temps, vous allez pouvoir obtenir encore plus d'argent avec lequel vous allez racheter votre temps, avec lequel vous allez pouvoir acquérir d'autres leviers. Donc, faites phase 2, vous prenez votre argent et vous rachetez votre temps avec cet excédent. Et ensuite, vous réinvestissez votre temps dans des phases de croissance. Et c'est ce dont on va parler juste après, maintenance versus croissance, dans des actions de croissance qui vont vous permettre d'augmenter vos leviers. OK? Donc, la phase 3, et moi je ne suis pas dans la phase 3, mais la phase 3, c'est des mecs comme Iman Gadzi sont. C'est pour ça que j'ai pris deux exemples, un exemple phase 2 et un exemple phase 3, où en fait, les mecs ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Du coup, ils sont full levier. Ça veut dire que si demain, en fait, demain, ils peuvent se poser 2 heures sur un sujet, prendre une décision ultra avertie, faire un move de dingue en leverageant énormément d'argent. Donc, ils leveragent leur temps pour prendre des décisions impactantes et ils leveragent de l'argent pour exécuter. Exemple, investir 20 millions dans un truc et en plus, ça va les rendre. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le compound. C'est quand tu reçois quelque part les dividendes de tes actions passées. Okay, et c'est comme ça que les gens deviennent milliardaires ou millionnaires. Littéralement. Hein. Genre, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que les gens deviennent millionnaires et milliardaires en détenant des choses. Okay, donc, l'objectif, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est d'être maxé en temps et maxé en argent. Parce que quand tu es maxé en temps et maxé en argent, tu as un niveau t'as des leviers qui sont énormes. OK. Fin d'intro. C'était un peu technique et un peu large. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus concret après. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions à ce stade, des trucs à rajouter? Dites-moi. Dites-moi comment vous vous sentez là par rapport à cette intro. Allez. C'est carré. Pas de questions, pas d'interrogations, pas de réflexion? Nickel. OK. Bon, Théo, je te l'ai bassiné ça. Mais ça, on n'en a peut-être pas à parler là. Peut-être que ça t'introduit un peu mieux le sujet. Bon, vitesse. Hop. OK. Alors, commençons. Donc, intro bouclée. Partie 1, maintenance versus croissance. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a uniquement deux types de tâches dans votre business. OK? Et c'est ces deux types de tâches qui vont conditionner votre capacité à faire ça là, à suivre ces phases-là. D'accord? Le premier type de tâche, c'est ce qu'on appelle les tâches de maintenance. Les tâches de maintenance, c'est l'ensemble des tâches qui vous permettent
de maintenir votre business à son niveau actuel de performance, sans évolution. C'est le seuil. Alors attendez, je crois que j'ai plus de batterie. Ok. Putain, c'est vrai, je me rends compte que je parle super fort. Les tâches de maintenance, ce sont l'ensemble des tâches qui vous permettent de maintenir votre business à son niveau actuel de performance sans évolution. D'accord? Donc, typiquement, quand vous vous levez et que vous faites un design pour un client, vous êtes en train de faire de la maintenance. Je vais vous donner des exemples après. Mais c'est vraiment maintenir son business à son niveau de performance. Et le problème, c'est que, comme dit Alex Hormozy, si tu n'es pas en train de croître, alors tu es en train de mourir, tout simplement. La croissance est obligatoire pour n'importe quel business. Donc, en fait, tu ne peux pas te permettre de maintenir un business. Si tu maintiens un business, tu meurs. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Les tâches de croissance, les tâches de maintenance sont à éviter. Spoiler, je vous le dis direct, hein, normalement, vous faites tous plus de 80% de tâches de maintenance actuellement. Et de toute façon, en fait, on en a l'exemple concret, puisque à chaque fois, on vous met en place l'écosystème sur LinkedIn, vous faites les conversations, vous envoyez les messages, vous créez du contenu, qui sont des tâches de croissance, puis vous signez les clients, et maintenant, vous devez fulfill, et vous êtes en full maintenance. OK? Parce que ce que vous maintenez, c'est il faut que le client soit au moins content, il faut au moins qu'il ait ce pourquoi il a payé, il faut au moins que, etc. Et c'est toujours au moins pour continuer plutôt que plus. D'accord? Donc en fait, là déjà, vous vous heurtez au premier palier où en fait, vous n'avez plus le temps de faire les deux. Et c'est là où il faut agir. En général, on s'y prend à plusieurs reprises pour sortir de cette situation. C'est compliqué, c'est très compliqué au début. Mais une fois que tu as compris le truc, tu arrives à le faire. Ensuite, on a les tâches de croissance. Donc ça, c'est en vert, c'est les tâches qu'on veut favoriser. L'ensemble des tâches qui vous permettent de générer de la croissance pour votre business. Pas plus compliqué que ça. Des tâches qui vous permettent de croître. Les tâches de croissance sont les seules à pouvoir vous faire augmenter votre CA et passer au niveau suivant. Il ne faut pas croire au Père Noël. Hein. Les tâches de maintenance ne vous feront pas évoluer en fait. Donc, vous êtes obligé d'en faire de toute façon des tâches de croissance. Vous êtes obligé, obligatoire. Donc, comment les reconnaître? Parce que c'est sûrement la question qui vous vient. OK. Tâches de maintenance, en général, on est très proche de ce que j'ai parlé au début de la phase 1. Quoi. On est très proche de j'échange mon temps, j'échange une heure, j'ai X résultat. En vrai, plus c'est proche de ça, plus l'input est proche de l'output, plus l'input et l'output sont similaires, plus en général tu es dans une tâche de maintenance, plus l'input et l'output sont asymétriques, plus en général tu as de levier, tout simplement. Donc, c'est des actions que tu fais une fois et qui te payent une fois. Quoi. C'est répondre à un mail, ce genre de choses. Voilà, fulfillment, délivrer des clients. Tu délivres un client, tu l'as fait une fois. Maintenant, ça ne fonctionne plus pour les autres. Quoi. Tu dois le faire aussi pour les autres. Tâches administratives, tu comptes les trucs une fois, tu envoies les trucs une fois. Maintenant, il faut le refaire le mois prochain. Communiquer, tu réponds aux messages, mais maintenant, tu ne peux plus rien faire. Facture, actions répétitives. Tout ça, c'est des actions de maintenance, en fait. C'est juste pour maintenir le business. Et vous n'avez aucun levier, en fait. Résultat égale temps investi, et ça, c'est unleveraged. OK. Maintenant, les actions de croissance, c'est globalement, de manière générale, ce qu'il faut viser, c'est des actions que tu vas faire une fois et qui vont te payer au moins x10. Au moins x10. Ce qui augmente l'output, asymétrie, comme j'ai dit, en diminuant l'input. À chaque fois, tu obtiens plus en faisant moins. Donc, à chaque fois que tu obtiens plus en faisant moins, tu fais en général des tâches de croissance et tu es leverage. Okay. Voici des exemples concrets. Travailler sa vision, travailler sa stratégie, créer du contenu. Et là, créer du contenu, il faut bien comprendre que créer du contenu, ça compound, mais juste créer et poster chaque semaine, c'est unleverage, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime pas avec LinkedIn et Twitter, par exemple. Versus YouTube, où tu mets le contenu une fois. Typiquement, même là, ce que je suis en train de faire, c'est ultra leverage, parce que là, je fais cette conférence une fois, je dépense un peu plus de 3 heures, on va dire 3h30 avec la préparation du live. Je dépense 3h30 aujourd'hui, mais combien de fois est-ce que ça va être vu? Combien de fois est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour vendre? Dans 6 mois, je pourrais le publier sur YouTube, ça se trouve, ça fera des milliers de vues. Dans 9 mois, je relance une V2 du programme, c'est encore là, ça apporte encore de la valeur. Okay, donc, ça me paye minimum x10. Et en fait, là, ça me paye de manière illimitée. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est ultra leverage. D'accord? Donc, la création de contenu, par exemple, sur YouTube, ou comme je suis en train de le faire là, c'est ultra leverage. Poster sur LinkedIn et Twitter, c'est de la maintenance. D'accord? En fait, c'est
entre les deux, puisque c'est de la maintenance avec du compound, mais c'est pas fou non plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de questionnements à ce sujet-là, parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas de leverage dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut le déléguer, etc. C'est ce qu'on va voir après. Les process, alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Tu designes une fois ton process, ton système, boum, ça continue pendant tout le temps de durée de ton business, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Ça va tout seul. Recruter, typiquement, tu passes 6 heures sur un recrutement, tu fais l'effort d'interviewer les gens, tu fais l'effort d'accepter les gens, puis après, cette personne-là, elle va bosser tous les jours sur des tâches que toi, tu n'auras plus à faire. Tout ce qui relève de l'infrastructure, de la création d'assets, des décisions importantes, de la prospection et de la vente. Alors ça c'est intéressant aussi parce que les gens, ils disent souvent, il y a une confusion en fait. Les gens, ils pensent que prospecter et vendre, c'est des tâches de croissance. Alors oui, c'est des tâches de croissance, mais pareil, ça peut être unleveraged. En fait, si pour faire X montant de CA chaque mois et pour te maintenir à X montant de CA chaque mois, tu dois envoyer X nombre de messages. En fait, si c'est toi qui le fais, c'est pas intéressant, c'est pas leverage en fait. C'est une action répétitive, c'est une action de maintenance, etc. Par contre, stratégiser sur de la vente et de la prospection, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les actions à déléguer. Ok, la prospection et la vente, ça fait partie des dernières choses que tu vas déléguer. En tout cas, la vente. Pourquoi? Parce que c'est proche de l'argent. D'accord? Donc, si jamais vous êtes un peu perdu dans tout ça, comprenez bien que on délègue en premier ce qui est loin de l'argent. Et plus ça se rapproche de l'argent, plus en gros c'est crucial et fatidique, plus ça a de valeur pour vous, moins vous le déléguez tôt, même si ça peut être un leverage. Ok, je ne sais pas si c'est clair. Très bien. Le prérequis pour croître, c'est de faire au moins 50% de tâches de croissance. Chaque semaine, tu dois faire au moins 50% de création de process, recrutement, créer du contenu qui va perdurer, faire de la stratégie, etc., etc. Ok. Aujourd'hui, je pense que ici, il y en a. Après, quoique, vu que je vous forme bien, je pense que vous êtes peut-être pas loin des 50%. Mais en gros, les milliardaires sont à plus de 90%. Ce que je vous disais, en fait, la clé, genre le level max de ça, c'est, encore une fois, là, je vais citer Serge Gattari, c'est wealthy people own shit. Genre, c'est juste, ils ont des trucs qui leur appartiennent, c'est tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as un truc qui t'appartient, c'est que sa croissance t'appartient aussi. Donc, en gros, tu fais rien et tu génères de la croissance. C'est les bases de l'investissement, ça, les gars. C'est les bases de l'investissement. OK. Et l'investissement, c'est ce qui fait que les gens deviennent riches. Petite note pour, on va dire, boussole. Petite note, je sais pas, supplémentaire. Alors, les 4 C du leverage, code. Oh merde, j'en ai oublié un. Attendez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est noté. Alors. Ah oui, c'est ça. Tac. Donc les 4 C du leverage, selon Naval Ravikant, si vous le connaissez, c'est un investisseur multimillionnaire, je pense qu'il a des centaines de millions, et du coup qui est aussi un peu un penseur, on va dire, penseur moderne, avec une forte appétence business, qui lui considère qu'il y a 4 C dans le leverage. Le premier, c'est le code, c'est très moderne. Le deuxième, c'est la collaboration. Le troisième, c'est le contenu. Et le quatrième, c'est le capital, donc l'argent. OK. Et maintenant, deuxième chose, quand on parle de système, il faut bien que vous compreniez que l'ensemble de vos systèmes et de vos talents forment votre infrastructure. Donc, je vais peut-être réutiliser le mot infrastructure, c'est ça que ça veut dire. Et vos systèmes correspondent à vos stratégies, vos policies, vos SOP, vos templates et vos outils. OK? Donc, si je dis vos systèmes ou vos process, je parle de ça. Stratégie, policies. Donc, policies, c'est limite et process. SOP, c'est l'application des process quelque part. Template, c'est tout ce qui peut être répétable et vos outils. OK, pareil. Donc, partie 1 terminée. Quelle heure il est? 13h05. OK, bah ça va super vite en fait. Ça va super vite. Alors, du coup, partie 1, maintenance versus croissance. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Est-ce que vous connaissiez? Du coup, on a le temps de discuter vu que je suis un peu en avance sur le planning. Est-ce que vous connaissiez ça, cette différence, maintenance versus croissance? Est-ce que vous l'aviez identifié?
Est-ce que vous faites plus de maintenance, plus de croissance? C'est quoi votre avis là-dessus? Romain. Ah, t'es revenu, Romain. Ok. Est-ce que vous l'avez déjà entendu quelque part? Lucas, je fais trop de maintenance. Je pense aussi. Romain, je ne faisais pas la diff, effectivement. Je ne connaissais pas. Ok. Inès avec ses deux points d'exclamation signature. Dès que je vois deux points d'exclamation, je sais que c'est Inès. Ok. Bah écoutez, ça là, je suis content parce que je viens de vous apprendre un truc qui va changer votre vie. Hein. En vrai de vrai, une fois que vous avez compris la différence entre ça, en fait, c'est vraiment ça vous sert de tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Vous allez le voir via ce spectre-là. Et ce spectre-là, c'est le spectre des milliardaires, tout simplement. Donc en fait, c'est quelque chose de bien. Quoi. C'est surtout de la maintenance, William. Ok, très bien. Et je suis curieux d'avoir ton avis, William, parce que toi, tu es un peu dans la même situation que Théo, je pense, où tu n'es pas loin d'être maxé en temps et maxé en argent, et où tu as aussi probablement un petit plafond de verre à péter. Et je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. Est-ce que, donc tu me dis que tu fais plus de la maintenance, est-ce que tu penses que faire des tâches de croissance changerait ta situation? Est-ce que tu penses être maxé en termes de temps? Qu'est-ce qui te bloque à l'heure actuelle pour faire x2 sur ton CR, à ton avis? J'ai introduit un peu de coaching, hein, mais Je vais me démute, ça sera plus simple. vas-y. En fait, je pense que c'est surtout ce que je disais au début, c'est que ça dépend des mois. Il y a des mois où Ouais, tu vas te dire, OK, il faudrait que je fasse de la croissance. Tu vas commencer à essayer de recruter, tu vas commencer à essayer de faire des choses comme ça. Mais il y a des mois où tu te retrouves full débordé et t'as juste, ouais, en fait, tu fais juste de la maintenance pour délivrer les projets. ouais, Mais du coup, tu as peur de mettre en place des process de croissance. Si le mois ouais, d'après, tu n'as plus rien. ouais. Donc, tu te retrouves à juste essayer de délivrer tes trucs. Et c'est pour ça qu'au final, je fais que de la maintenance, quoi. N'évolue pas. Ouais. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ça varie. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en fait, tu dois être capable de faire l'arbitrage dans une situation donnée entre à ce stade-là, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux dépenser, tu vois? Est-ce que je veux dépenser du temps ou est-ce que je veux dépenser de l'argent? Et qu'est-ce qui a le plus de levier, en fait? Et ça peut varier d'un mois à l'autre. Typiquement, moi, le mois dernier, par exemple, j'ai dépensé énormément de temps. Et avant, je dépensais beaucoup d'argent. C'est pour ça que je disais que ma situation a changé, par exemple, entre juin, comme je faisais dans l'intro, et le mois d'août. En fait, parce qu'au mois d'août, j'avais beaucoup de temps et j'avais peu d'argent disponible. Donc, en fait, j'ai switché le truc et je suis passé sur le temps. Mais faut être. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus de temps. Mais genre, vraiment, là, vous flipperiez. Donc, j'ai vraiment plus de temps. Donc, en fait, là, je suis en train de réaccumuler de l'argent pour racheter derrière mon temps. Et pas uniquement racheter mon temps, c'est ça qui est intéressant, c'est mettre en place aussi des process et des systèmes, mais ça, on ne le verra pas dans ce live-là, mais c'est une autre façon en fait de contrer ça, c'est les process tout simplement. C'est d'utiliser les 4C du leverage. Et l'autre truc que je peux te dire aussi, William, c'est en fait, il y a des phases hein, dans la croissance. Il y a des phases, il y a 3 phases. La première, c'est le scale. Donc, c'est quand tu fais face à une grosse croissance, par exemple, sur un mois donné. Typiquement, là, moi, je suis passé de. Tu vois, j'ai fait plus 50% de croissance, peut-être pas 56, c'est ça à peu près. Plus 50% de croissance d'un mois sur l'autre. Et du coup, en fait, c'est abusé, quoi. J'ai jamais fait ces chiffres-là. Et le problème, c'est que du coup, tu scales. Sauf que quand tu scales, ça crée du bordel, du mess. Donc, étape 1, scale. Étape 2, mess. Et quand tu as du bordel, qu'est-ce que tu accumules de la dette? Donc, en fait, scale, mess, debt. Et en fait, tu passes ton temps à faire ça. Tu passes ton temps à scaler, contracter, avoir du désordre, rembourser le désordre, rescaler, avoir du désordre, rembourser le désordre. Et là, quand je vais sortir de ce mois-ci, ça va être le bordel, tu vois. Parce que j'ai pas les process pour gérer autant de clients, parce que y a tout le monde à former, parce que nan. Donc, je vais devoir rembourser. Et là, actuellement, je suis déjà en train de rembourser les dettes de ma précédente phase de croissance. Hein. C'est ça, en fait, le truc. Donc, tu ne sors jamais un peu de ça, mais il faut juste que t'assurer que pendant que ça se passe, tes chiffres, ils augmentent. Quoi. Ok, petite parenthèse. Je pense que ça nous a bien permis de temporiser. Ça a apporté un petit peu de richesse. Sauf si tu veux rajouter un truc, William, mais sinon, on enchaîne. Ok.
Donc, partie 2, racheter son temps. Donc là, c'est ça qui va être intéressant. Là, c'est la partie pratique. OK, on a fini la partie théorique. Ce que je vais vous dire là, je l'ai fait avec Théo. Donc, moi, je l'ai fait 2 fois. Ça, là, ce process-là, c'est que des trucs que j'ai fait moi. C'est que des trucs que je considère être top 3 des choses les plus importantes que j'ai faites pour passer de la situation dans laquelle j'étais il y a un an à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. OK, donc, ne sous-estimez pas la valeur de ce que je vais dire là, parce que c'est littéralement la clé. Si vous refusez de voir la valeur dans ce que je vais vous dire là, et si vous refusez d'appliquer ce que je vais vous dire là, alors vous pourrez forcer autant que vous voulez, vous n'allez pas péter votre plafond de verre. Je vous le dis direct, vous n'allez pas le péter. Et Théo, il sait à quel point je suis insistant là-dessus, parce que sur nos 3 derniers coachings, j'ai parlé presque exclusivement de ça. Et je lui ai dit, on n'avance pas tant que ça, c'est pas fait. Okay, c'est à quel point c'est important. Et carrément, moi, je l'ai fait 2 à 3 fois en un an. Donc, je le fais à chaque fois que je me retrouve dans une situation où j'ai plus le temps, en fait, et où je dois choisir comment je vais racheter mon temps. C'est un truc que je voulais faire à Inès, et j'ai pas eu le temps de lui faire, mais elle va le faire à terme. Donc, Inès prend des notes et regarde bien, parce que, en fait, même j'aimerais bien que tu le fasses carrément. J'en profite. Genre, fais-le. Genre, prends des notes et fais-le, s'il te plaît. Comme ça, on avance. Ok. Donc, petite intro à cette partie 2. Important, la plupart des gens veulent scale avec des gros guillemets, hein, parce que scale, c'est un mot qu'on voit partout là en ce moment, sur Twitter, sur LinkedIn, ça vous rabâche. Ouais, j'ai scale à 5K, je vais scale. Non, il n'y a personne qui scale. Moi, je vous le dis direct, il n'y a personne qui scale. Moi, je ne scale pas, vous ne scalez pas, il n'y a personne qui scale. OK, scaler, c'est passer de 10K à 150K. OK, scaler, c'est minimum faire un x10, pour le mettre clairement. Scaler, c'est minimum faire un x10 et vous voulez créer une infrastructure qui peut gérer x10 sur ce que vous avez actuellement. Pareil, c'est quelque chose sur quoi on travaille avec Théo. C'est chaque chose qu'on va mettre en place, on va être sûr qu'elle supporte un x10. Donc, scaler, c'est faire minimum x10. Passer de 5K à 10K, c'est pas scaler. Passer de 10 à 15, 20, c'est pas scaler. Non, non, non. C'est pas ça. Donc, faites attention, n'utilisez pas ce mot comme des débiles de Twitter. Faites attention, croître, OK? On dit croître. Donc, la plupart des gens veulent scale. Je le mets parce que justement, je parle de la plupart des gens veulent scale et ils pensent que c'est scaler. En augmentant leur acquisition. Donc, ils sont en mode, OK, là, j'ai déjà 3 clients. Maintenant, go aller chercher les 10 clients et passer de 10 à 50K. Ouais, non, sauf que moi, ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe pas comme ça. En réalité, tu n'as pas la machine pour assumer cette délivrabilité. D'accord? Moi-même, actuellement, je n'ai pas la machine pour assumer le nombre de projets que j'ai. Et c'est pour cette raison que je suis dans la merde et c'est pour cette raison que j'ai plus de temps, en fait. C'est parce que je n'ai pas la machine pour assumer ça. Et construire la machine qui permet d'assumer beaucoup de fulfillment, ça prend du temps. Ça prend du temps de ouf. Et ça demande de se concentrer en grosse quantité à 100% sur des actions de croissance. Sauf que quand tu es à 5-10 000, tu n'es pas concentré sur la croissance. Okay, donc, ne tombez pas dans le piège de vouloir scaler en augmentant votre acquisition, alors que vous ne serez même pas capable de gérer 2 clients en plus. D'accord? Commencez par acheter votre temps. Et là, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper important. Et je pense que je l'ai noté ailleurs, mais je vais le dire dès maintenant. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir acheter votre croissance. D'accord? Je vous le dis, hein, parce que cette erreur, je l'ai faite et on va en reparler après puisque je l'ai noté quelque part, mais je vous le dis maintenant pour ne pas l'oublier. Quand j'ai été maxé en termes de temps, là, décembre 23, janvier 24. J'ai plus une minute. Je suis à peu près dans la même situation dans laquelle je suis actuellement. Peut-être que c'est pire actuellement même. J'ai plus une minute. Je suis KO. J'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée, j'ai rien. Je suis en retard. J'arrive même pas à faire 50% de ce que je dois faire. Je suis vraiment maxé en termes de temps, au point où ça va influencer sur ma santé mentale et physique. Okay, c'est ça, être vraiment maxé en termes de temps. C'est ça. Par contre, en banque, on a 7-10 000 euros, j'en sais rien. À ce stade-là, j'ai voulu acheter ma croissance. Okay, j'ai investi dans Jeffrey pour la création de contenu. Bon, ça, c'était un peu avant. J'ai investi dans un programme pour me faire croître. D'accord? C'était une erreur. C'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait que je fasse à ce moment-là ce que j'ai fait ensuite en avril, mai, juin.
Il fallait que je le fasse à ce moment-là. Donc, en fait, quand vous allez être maxé en termes de temps et avoir beaucoup d'argent, vous allez être tenté d'acheter votre croissance. Vous allez être tenté d'investir dans un programme, vous allez être tenté de prendre un mec en prospection pour un truc d'élite, vous allez être tenté de prendre un copywriter, vous allez être tenté de tout ça. Faut pas le faire. Faut vraiment, vraiment, vraiment pas le faire. Il faut d'abord racheter votre temps. Donc, faire le process que je vais vous montrer là. Racheter le temps. Et ensuite, une fois que vous aurez racheté le temps, là, vous pouvez réfléchir à investir dans votre croissance. Mais rachetez d'abord votre temps, par pitié. Parce qu'à chaque fois, vous allez être maxé en temps et vous allez vous retrouver dans la même situation, en fait, dans un mois ou 2 mois. Et acheter plus de croissance quand tu n'as pas le temps de la gérer et quand tu n'as pas les infrastructures, bah, c'est le chaos, quoi. Vraiment, tu peux rien faire, quoi. Et c'est pas agréable. Genre, vraiment, c'est pas agréable. OK. Donc, rachetez votre temps, phase 1. Et ensuite, réinvestissez-le dans des tâches de croissance. Donc, vous rachetez votre temps, puis vous réinvestissez votre temps dans des tâches de croissance qui vont vous faire gagner de l'argent. Et avec cet argent, soit vous rachetez votre temps, soit vous achetez encore plus de croissance. D'accord? Encore une fois, je l'ai dit, arbitrage. Est-ce que je dépense du temps? Est-ce que je dépense de l'argent? Qu'est-ce que j'ai en trop là, actuellement? L'idée, c'est de construire une machine qui peut supporter x10 votre volume actuel. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. En fait, ça c'est très important. Quand vous construisez des process, quand vous recrutez quelqu'un, quand vous faites quoi que ce soit, n'importe quelle action de croissance, il faut toujours que cette action-là puisse supporter x10 votre volume actuel. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez construire l'infrastructure pour l'étape suivante. Puis, à l'étape suivante, l'infrastructure va être trop petite. Vous allez devoir la détruire, ou alors elle va se briser d'elle-même. Et ensuite, vous allez devoir reconstruire. Donc, en fait, plutôt que de reconstruire à chaque palier, construisez déjà pour le x10, en fait. Construisez déjà la maison pour la retraite, en fait, en gros, c'est ça. Donc, voilà. Une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez racheté votre temps, que vous l'avez réinvesti dans les tâches de croissance et que vous avez commencé à construire une machine qui peut supporter x10 votre volume actuel, uniquement à ce moment-là, vous augmentez le volume sur les actions d'acquisition et vous investissez dans votre croissance. La phase suivante, c'est de croître, tout simplement. Et ensuite, c'est un cycle. OK. Problème. OK, Raphaël, t'es bien sympa, mais comment je bascule dans les tâches de croissance quand je n'ai juste pas le temps? Ça, c'est ce que vous vous dites probablement à l'heure actuelle. Si vous êtes vraiment débordé, vous vous dites ça. OK? Bonne question. Je sais pas, là, je suis rentré dans un jeu de rôle. Bonne question. Bah écoutez, voici comment racheter votre temps. Tout simplement. Comme ça, on est bien. Alors, la première chose que vous allez faire, et c'est là la partie applicative. Genre là, notez, faites, agissez. Genre, là, on passe à l'action. Là, c'est de l'activable. Là, on sort du cours magistral. OK, là, c'est du concret que vous pouvez vraiment faire. Déjà, vous ne pouvez pas racheter votre temps si vous ne savez pas comment vous passez votre temps. Ça, c'est obligatoire. Sinon, ça revient à balancer de l'argent à l'aveugle. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, déjà, on a besoin de collecter la data sur ce sujet-là pour pouvoir ensuite l'exploiter. Donc, on va comprendre comment on passe notre temps et ensuite, on va comprendre ce qui est le plus intelligent à faire pour le racheter. Étape 1. Vous allez analyser dans le détail, et j'insiste sur dans le détail, la façon dont vous passez votre temps. La façon dont vous pensez votre temps n'est pas la façon. La façon dont vous pensez passer votre temps n'est pas la façon dont vous passez réellement votre temps. Et ça, je vous le jure. Je parie. Je parie que la façon dont vous pensez passer votre temps n'est pas la façon dont vous passez réellement votre temps. OK? Parce que c'était mon cas, c'est le cas de Théo, c'est le cas de tout le monde. Vous êtes persuadé de bosser 50 heures par semaine quand vous bossez 30 heures. Vous êtes persuadé de faire des gros tunnels de travail alors que vous faites des pauses toutes les 30 minutes. Vous êtes persuadé de plein de trucs qui ne sont pas la réalité. Et du coup, on va essayer de découvrir cette réalité et vous allez être surpris, je vous le dis. Première tâche. Ça, vous pouvez le faire dès demain, ça. Vous pouvez le faire, il est quelle heure? Oui, il est tard chez vous. Vous pouvez le faire dès demain. Dès demain matin. Ceux qui le font ça dès demain matin, j'ai rien à vous offrir, mais genre, vraiment, si vous le faites, vous êtes des boss. C'est tellement éclaté comme appel à l'action, mais bref. Prenez une feuille ou un carnet et posez-le à côté de vous pour les prochaines 48 à 72 heures.
Et je vous dis 48 à 72 heures, mais la réalité, c'est que 24 heures suffisent la plupart du temps. En 24 heures, vous allez réaliser des trucs qui sont tellement big que vous allez vous dire, mais putain, mais je suis trop con. Et vous allez avoir envie de passer à l'action par rapport à ça. Et vous n'avez même pas besoin. 48 à 72 heures, c'est si jamais il n'y a rien qui vous choque au bout des premières heures. Après, vous faites un bilan, etc. Logique. Donc, vous prenez cette feuille ou ce carnet et vous notez littéralement tout ce que vous faites, soit toutes les 5 minutes, soit dès que vous changez d'activité de tâche. Il faut être super précis. Genre vraiment, genre, moi, je note des trucs genre toilette, scroll sur Insta, genre littéralement. Il faut être ultra précis. Et à chaque fois, vous mettez l'heure et la tâche. OK? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est celui de Théo, qu'il a fait l'autre fois. Donc, 8h39 Photoshop, 8h42 Illustrator. Bon, je sais plus, 9h, enfin 8h50 WhatsApp, 8h52 Twitter. OK, ça doit ressembler à ça. Hein. Ça doit vraiment, vraiment ressembler à ça. Et le soir, vous regardez et vous avez une vue d'ensemble sur exactement ce que vous avez fait. OK? Comment j'enlève? Hop. Et ça, c'était le mien. OK? Donc, c'est le mien d'il y a quelques mois. Donc, 11h35, notez tout doux sur les projets. 11h39, création d'une tâche plus brief workflow. 11h42, process fulfillment, la rampe, etc., etc., etc. Et ça continue. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez noter. Donc ça, moi, c'est mon petit truc en plus parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups et d'identifier les distractions en même temps, plutôt que de faire le truc séparément. Donc, distraction, pause, phase de travail. Phase de travail, pause, phase de travail, distraction, phase de travail, distraction, phase de travail, distraction, pause, OK? Et vous comprenez, vous allez vous rendre compte à quel point votre journée est saccadée, à quel point vous êtes distrait, à quel point vous ne branlez rien la plupart du temps, à quel point vous passez votre temps sur des tâches inutiles. Et juste d'avoir ça sous les yeux, ça va changer votre perception. D'ailleurs, ceux qui le font, je suis curieux de… Vraiment, ça commence la journée à 11h30. Eh les gars, je m'en fous, jugez-moi. Je m'en fous. C'était l'été, j'étais en France, rien à péter, ok. Là, ici, je ne peux pas trop le faire parce que ça fait vraiment tard avec le décalage horaire si je fais ça, mais… donc, discernez vos phases de travail, de distraction et de pause. Ok, faites-le, hein, vraiment faites-le et faites-moi part des résultats et dites-moi ce qui vous a choqué et tout. Et je le répète, warning, ce que vous allez découvrir risque de vous bouleverser, genre littéralement. Déjà, rien que moi de revoir ça, ça me choque. Genre, c'est vraiment pas ce que je pensais faire. Ok, donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est ce que j'appelle un tracking manuel. C'est quelque chose que vous allez faire une fois tous les X périodes de temps. Dans l'idéal, une fois tous les 3-4 mois. Mais c'est vraiment un truc que vous faites à un moment donné. Et là, la deuxième chose que vous allez faire, c'est quelque chose que vous faites en continu. Et c'est très important. C'est de set up un toggle. Je vous ai mis le lien ici. Toggle track. Donc, c'est toggle.com, le lien. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une semaine à moi, une semaine assez chargée, avec un peu moins de 50% d'action de croissance, au moins. Mais en gros, ce que vous allez faire, et là, je vous laisse faire votre système à vous, vous allez classer vos actions par bundle de tâches. Moi, je sais que j'ai des tâches de coaching. Là, je suis en coaching, c'est en train de tourner là, à l'heure actuelle. J'ai les projets La Rampe, ce qui me permet de savoir exactement combien de temps je passe sur le fulfillment pour justement pouvoir plus éliminer. J'ai les process et l'orga, j'ai le sales, j'ai les calls, j'ai la gestion et l'admin. Donc ça aussi, c'est des tâches de maintenance. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à repérer quelles tâches de maintenance vous faites, quelles tâches de croissance vous faites. Après, ça vous donne plein de stats, plein de trucs. Et si vous le faites, l'idée, c'est de le faire sur au moins 2 mois, 3 mois. Moi, je le fais en continu. Ça veut dire que En fait, c'est ça l'avantage aussi que j'ai par rapport à vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, en fait, le business, c'est juste réunir tes avantages injustes. D'accord? C'est votre capacité à réunir des avantages qui sont injustes pour les autres. Et là, ce que j'ai d'injuste par rapport à vous, c'est que j'ai plus d'un an de données exactes de tracking sur la façon dont je passe mon temps chaque semaine, en fait. Et ces données-là me permettent de prendre des meilleures décisions qui m'emmènent plus loin que vous, tout simplement. Donc, en fait, c'est juste une question d'unfair advantage. Moi, j'ai cet avantage que vous n'avez pas. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous aussi vous procurer cet avantage pour l'avoir par rapport aux autres qui ne l'ont pas. OK? Donc, faites-le. Genre, vraiment, 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 faites-le. Mais prenez ça, set up un toggle. Ça aide en plus à rester focus et tout, parce que quand tu démarres le truc, tu n'as pas envie de faire de la merde. Donc, vraiment, tu le fais. Et vous ne traquez évidemment que les heures où vous bossez réellement. Vous voyez tous les trous qu'il y a là? Bah oui, à un moment, je me lève, je réfléchis, je vais me chercher un café, je vais aux toilettes, je vais bouffer, puis je reviens, mais en fait, je suis au bureau, mais je suis sur mon tel, j'arrive pas à reprendre. Ça, c'est ça la réalité de comment vous passez votre temps, en fait. C'est pas
En fait, ça ressemblera jamais à votre calendrier. Ça ressemblera jamais à votre Google Agenda, à votre calendar. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on veut, c'est savoir vraiment comment vous passez votre temps, pas comment vous avez projeté de le passer. OK? Donc ça, Unfair Advantage, vous le faites tout de suite. Vous allez cliquer sur ça, là, sur le toggle track, et vous créez un compte et vous démarrez maintenant à faire ça. OK? Donc réunissez vos actions par groupe, découvrez exactement combien de temps vous passez sur chaque action. Warning, l'utilisation de toggle est continue et ne remplace pas un outil manuel. Donc, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est ça, je le fais tous les jours, toutes les semaines, et je regarde un peu comment je dépasse mon temps. Ça, je le fais tous les 3-4 mois pour comprendre dans le détail et pour voir les choses que je n'ai pas pu repérer sur le toggle. OK? Ça, c'est plus en surface, ça, c'est plus en profondeur. Hop. Étape 3. Récolter la data et classifier vos actions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça sur 48-72 heures. Donc, on a un carnet qui est rempli de ce qu'on fait. On a setup le toggle, on a de la donnée sur 1 semaine, 2 semaines, donc on sait exactement comment on dépense notre temps. Ben maintenant, on va prendre cette data et on va la classifier. En vrai, vous n'avez pas besoin d'avoir le toggle pour le faire ça, mais c'est mieux d'avoir le toggle parce que ça donne une vue d'ensemble, vous pouvez faire des moyennes, des trucs. Mais dans l'absolu, vous prenez juste ça et vous listez l'intégralité des actions. Ok. Donc ça, l'exemple que je prends, c'est l'exemple de Théo, avec qui on a fait un petit tableau, avec qui on a revu ça. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. Chaque action, vous allez la noter dans le tableau et vous allez lui attribuer un dollar. Donc, dollar, c'est à quel point cet argent vous rapporte de l'argent. Axel qui dit Toggle, tu te rends vraiment compte du temps sur la semaine, mois, c'est trop puissant. Donc voilà, Axel, et je me souviens, je l'avais dit d'utiliser Toggle il y a plusieurs mois et voilà ce qu'il dit aujourd'hui après plusieurs mois. Toggle, tu te rends vraiment compte du temps. Donc, Axel, il a un avantage que vous n'avez pas. Enfin, Axel, il vous a battu là-dessus. OK. Donc, procurez-vous cet avantage, vous aussi, s'il vous plaît. Donc, vous notez l'action. Vous lui attribuez un score d'argent. 1 dollar égale, ça ne me rapporte pas d'argent. 5 dollars égale, ça me rapporte beaucoup d'argent. Et ne tombez pas dans le piège de dire que faire les designs pour vos clients vous rapporte de l'argent. Ça ne vous rapporte rien. C'est du fulfillment. En fait, prospecter le client et le prendre en appel et le closer, ça vous rapporte de l'argent. Faire la prestation, ça vous rapporte 0. C'est de la maintenance. Ok. Faire la prestation, c'est de la maintenance, ça rapporte 0. Qu'on soit bien clair là-dessus, parce qu'à chaque fois, les gens ils sont en mode ouais, mais si, mais ça me rapporte de l'argent parce que c'est l'argent du client. Non, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, première chose que vous allez faire, c'est que vous allez noter si ça vous rapporte de l'argent ou pas. Premier critère. Deuxième critère, le like. Ok. Est-ce que vous aimez faire ça ou pas? Genre, évidemment, ça ne revient pas juste à est-ce que ça fait de l'argent ou pas. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Il y a des actions que vous aimez faire qui ne sont pas forcément utiles, mais vous aimez les faire. Ce qu'on veut, c'est dépenser notre temps intelligemment pour être bien dans notre tête, bien dans notre corps. Donc, on veut continuer à faire les actions qu'on aime faire et on veut continuer à faire les actions qui nous rapportent de l'argent. Point barre, on ne veut pas se taper des actions qu'on n'aime pas et on ne veut pas faire des trucs inutiles. C'est tout. Enfin, genre, c'est de la logique pure. Donc, forcément qu'il y a un arbitrage entre combien ça me rapporte et est-ce que j'aime faire ça ou pas. Et donc là, vous avez une idée déjà de vos actions, donc sur la partie gauche du truc. Donc, vous savez ce que vous faites, vous savez si cette action rapporte de l'argent ou pas, et vous savez si vous aimez la faire ou pas. En fonction de ça, vous allez la classer dans un type de tâche. Est-ce que c'est de la maintenance? Est-ce que c'est de la distraction? Est-ce que c'est de la croissance? Tout simplement. Et vous allez lui attribuer une action, en fait, tout simplement. Donc, verdict, si c'est un truc qui ne me rapporte pas d'argent et que j'aime pas faire, quel est le putain d'intérêt pour moi de le faire? Genre vraiment, il faut m'expliquer. Donc, verdict, on délègue. Et très important aussi, avant de déléguer une tâche, posez-vous toujours la question, est-ce que je peux l'éliminer? Okay. Supprimer une tâche, c'est plus fort. Je vais le mettre là. Éliminer une tâche, plus fort que déléguer une tâche. Ok. Donc, supprimer, ça doit toujours être votre option numéro 1. Si vous ne pouvez pas supprimer la tâche, alors vous la déléguez. D'accord? C'est très, 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 très important. Ça. C'est très, très, très important. Hop. Ok. Donc, verdict, déléguer, déléguer, éliminer, déléguer, conserver, conserver, conserver. OK? Donc là, typiquement, il se concentre uniquement et il conserve uniquement les tâches qu'il aime faire et qui rapportent un minimum d'argent, tout simplement.
OK. Donc, et il élimine ce qu'il peut éliminer et il délègue des tâches qui ne rapportent pas d'argent et qu'il n'aime pas faire. Ça, c'est ce qu'il va déléguer en priorité. Et c'est ce qu'on est en train de faire littéralement cette semaine en coaching individuel avec Théo. Donc, c'est vraiment du concret. Donc, éliminer une tâche plus fort que déléguer une tâche. Lister l'intégralité, remplissez. Donc, ça, je vous ai expliqué. Étape 4. OK. Donc, maintenant, on sait les tâches, on sait ce qu'on fait réellement. On sait le temps que ça nous prend. On sait si on veut la déléguer, la supprimer ou l'éliminer. Non, la déléguer, la supprimer ou la conserver. Maintenant, on a besoin de savoir comment on va s'y prendre pour faire ça. Okay. Donc là, on va passer à l'étape suivante, qui est calculer votre EHR, Effective Hourly Rate. Quel est votre taux horaire effectif? Ça veut dire genre, c'est pas votre TGM, c'est pas combien vous facturez. C'est combien vaut réellement dans les faits, encore une fois, on est dans les faits, combien vaut réellement votre temps. D'accord? Donc, en fait, ce que vous voulez faire, c'est et ça, pareil, vous allez faire, calculer, et ça c'est une tâche de business owner. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que toutes ces tâches dont je parle, tâches de croissance, c'est ce qu'on appelle des business owner tasks. OK? C'est des tâches de CEO, tout simplement. C'est ce qui fait que, en fait, l'ensemble de ces tâches-là, ce qui fait que moi, par exemple, je me vois plus comme un CEO que comme un designer, parce que je fais plus ces tâches-là que des tâches d'exécutant, en fait. Donc, vous voulez faire des business owner tasks. Et en tant que business owner, vous voulez maximiser la valeur de votre temps. Vous voulez, encore une fois, leverage qu'en une décision impactante, vous fassiez x2 sur votre CA, par exemple. Donc, on va calculer combien vaut votre temps, tout simplement. Donc, pour ça, calculez combien d'argent vous générez sur un mois. Okay, et je précise argent signé, je trouve que c'est plus pertinent parce que ce qu'on veut mesurer, c'est votre capacité à générer de l'argent sur une période donnée. Okay, et pas votre capacité à encaisser de l'argent, qui n'est pas une donnée intéressante. Donc, ce qu'on veut mesurer, votre capacité à générer de l'argent sur une période donnée. Donc, calculez combien vous signez par mois, combien vous êtes capable de générer comme valeur par mois. Souscrivez vos charges, si vous sous-traitez, etc. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est votre capacité même carrément à créer du bénéfice, quoi, de la valeur, quoi. Prenez votre toggle, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un tracking toggle, parce que autant ce tableau-là, tu peux, autant le diagnostic, tu vois, l'audit, tu peux le faire juste sur un audit manuel, un audit de temps manuel, donc ça s'appelle un audit de temps. Autant calculer votre EHR, vous ne pouvez pas le faire avec ça. Vous êtes obligé d'avoir un tracking suffisant sur un mois, et pour ça, vous avez besoin du toggle, comprenez? Donc, en fait, vous ne pouvez pas avancer sans le toggle après ça. Soustrayez vos charges, prenez votre toggle, calculez combien de temps vous travaillez sur un mois complet en volume d'heures. Donc, typiquement, si vous travaillez 30 ou 35 heures par mois, ça va vous donner un certain temps que vous travaillez par mois. Et vous divisez le montant d'argent généré sur le mois par votre nombre d'heures travaillées. Logique, hein, honnêtement, c'est niveau CP. Hein. Enfin, non, j'abuse. Mais voyez, c'est très simple, quoi. Et en fait, le résultat, c'est votre EHR, quoi. C'est combien vaut réellement votre temps. Et en fait, là, vous vous rendez pas compte, je pense, mais ce chiffre-là, c'est genre, ça débloque tout. Ça débloque tout parce qu'en fait, maintenant, vous connaissez réellement la valeur de votre temps. Et en fait, le fait de connaître la valeur de votre temps, ça vous permet de prendre des décisions intelligentes, tout simplement. Gardez en tête, et je vais vous donner un exemple du coup, gardez en tête qu'à chaque fois que vous vous sous-traitez une tâche, donc il faut voir les choses comme ça, c'est-à-dire chaque tâche est sous-traitée. Est-ce que je la sous-traite à moi ou est-ce que je la sous-traite à autre chose? Ok? À chaque fois que vous vous sous-traitez une tâche à vous, elle vous coûte le prix de votre EHR. En fait, vous vous embauchez vous-même pour faire la tâche dans le business. D'accord? Et en fait, si votre EHR, par exemple, est de 50 € et que vous décidez de vous sous-traiter une tâche de répondre à des emails sur 1 heure auquel en fait, que vous auriez pu sous-traiter pour moins de 25 € de l'heure, tout simplement, alors non seulement vous avez dépensé 25 € de trop, puisque vous avez décidé de dépenser votre temps à vous qui vous coûte 50 € de l'heure plutôt que le temps de quelqu'un d'autre qui vous coûte 25 € de l'heure. Et en plus de ça, vous avez un opportunity cost parce que vous avez choisi de faire ça plutôt qu'autre chose. Et votre opportunity cost,
vous coûte le prix de votre temps. Donc 50 € de plus. Donc en fait, c'est pas juste 25 € sur lesquels je crache quand je fais ça, mais c'est sur 75 €. OK? Donc en décidant de répondre à des emails pour 1 heure, et si mon temps vaut 50 €, ben, j'ai perdu en réalité 75 €. Alors que ça aurait juste pu me coûter 25 €. Est-ce que vous comprenez la différence? Conclusion, arrêtez de perdre de l'argent bêtement, en gros. Est-ce que vous avez capté ça? C'est un peu technique, du coup j'ai envie d'être sûr que ça c'est clair. En fait, vous comprenez la puissance de connaître la valeur de votre temps. Une fois que vous connaissez la valeur de votre temps, vous êtes capable de prendre des décisions mesurées et averties sur chacune de vos actions, tout simplement. Alors, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Désolé, Lucas. Est-ce que ça vaut le coup de refuser un projet pour avoir plus de temps pour faire des tâches de croissance? Logiquement, oui, si j'ai tout compris. Exactement. En fait, et c'est parfait que je le lise maintenant, parce qu'au final, ça fait le pont avec ce que je viens de dire. En fait, la réalité derrière ça, derrière le fait de refuser un projet pour avoir plus de temps pour faire des tâches de croissance, c'est la réalité de l'opportunity cost. C'est combien me coûte l'opportunité. Si j'alloue mon temps à ça plutôt qu'à quelque chose qui peut me rapporter le double, alors le faire me coûte le double en opportunité. C'est pour ça que c'est technique. Et je veux que vous compreniez bien ce concept de coût d'opportunité, tout simplement. J'ai peur de faire des calculs, je perds beaucoup d'argent. Mais c'est bien, en fait, le problème, c'est pas que tu perds de l'argent. Le problème, c'est que tu n'es même pas au courant, tu vois, et que tu le fais naïvement. Maintenant, aujourd'hui, tu as une grille de lecture pour, évoluer, en fait, et pour t'améliorer, simplement. Et tu vois, moi ça, je vous l'apprends, mais moi, je suis pas parfait là-dessus non plus, en fait. Mais juste le fait d'avoir cette espèce de gêne, de se dire ah putain, je perds sûrement de l'argent en le faisant, etc. Ça conditionne ton cerveau à prendre des bonnes décisions, en fait. Donc, voilà. Donc là, moi, je vous donne la grille de lecture du CEO, hein. Tous les CEO du monde pensent comme ça, en fait. Tous les CEO du monde pensent comme ça. Tout le monde pense en valeur apportée, en combien vaut le temps, l'action, quel est le ROI, etc. C'est juste de la pensée de CEO. Combien je vais dépenser pour avoir ça? C'est que du decision making, et in fine, être un CEO, c'est juste prendre des bonnes décisions. Wow, punchline. Ok. Warning. La plupart des gens. Ah, putain, je l'ai mis maintenant. Ok. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La plupart des gens ont tendance à acheter leur croissance plutôt que leur temps. Ok. Donc, j'ai pas eu d'autres questions sur la partie, sur cette partie-là. Tac, tac, tac. J'ai pas eu d'autres questions sur cette partie-là, sur la partie EHR. Donc, on va avancer. Étape 5. On a bientôt fini. Il est quelle heure? 38, parfait. Étape 5. Déléguez vos actions pour 50% de votre EHR idéalement. Ok. Donc là, ça se complexifie encore. Vous connaissez la valeur de votre temps. En fait, maintenant, vous voulez marger sur votre temps. Donc, comment tu marches sur ton temps? Tu délègues l'action pour 50% de ce que t'aurait coûté ton temps. Sinon, ça ne vaut pas le coup. En fait, entre déléguer la tâche à quelqu'un qui a le même taux horaire que toi et déléguer ta tâche et la faire toi-même, il y a peu de différence, tu vois. Il y a peu de différence. Et c'est ça qui est intéressant en vrai. Je vais vous parler après d'un paradoxe. Avec tout ça, il y a un paradoxe en fait. Il y a un paradoxe qui est que quand tu démarres, ton taux horaire vaut forcément que dalle, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, tu es même encore plus bas que les taux du marché. Et comment tu détermines du coup comment tu délègues? C'est un problème que j'avais eu moi à l'époque parce que je faisais pas assez d'argent pour avoir un taux horaire suffisant. Théo lui-même a été choqué quand il a vu son EHR. Genre Théo, c'est quand même un mec qui fait un peu d'argent quoi, avec beaucoup de marge. Et même lui, en fait, son EHR est pas foufou quoi. Et c'est compliqué de déléguer pour la moitié. Donc ça, c'est un paradoxe que j'ai trouvé, qui n'est pas abordé par les gens qui enseignent ça. En fait, ça marche très bien si tu es déjà un entrepreneur accompli, quoi. Mais quand tu démarres, comment tu fais? Bah, moi, j'ai tendance à dire, en fait, faut plus se baser du coup sur le coût d'opportunité, quoi. Faut plus se baser sur le fait de quelle est la potentialité derrière mon temps, en gros. Ok, à l'heure actuelle, mon taux horaire effectif est de, je sais pas, 10 €. Mais quelle est la potentialité de mon taux horaire effectif si jamais je délègue cette tâche pour 10 € et qu'à la place, je me concentre sur une tâche, etc. Et en fait, tu mises sur le fait que
Tu mises sur le fait que à terme, tu auras un taux horaire qui sera énorme là-dessus et que du coup, à terme, tu vas rembourser quelque part ta dépense. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai géré, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à déléguer. Je n'ai pas commencé à déléguer à 50% de mon EHR, honnêtement. J'ai commencé à déléguer à un peu moins, un truc un peu similaire parfois, quitte à griller mes marges. Et au final, bah, ça m'a permis de bien avancer. Donc, dans l'absolu, c'était une bonne décision, mais ça a eu ses revers également, parce que quand tu bouffes tes marges et que tu ne fais pas de bénéfices pendant longtemps, bah, tu vis un petit peu au crochet de tes performances futures. Tu crées de la dette. Et là, typiquement, je suis en train de rembourser les dettes. C'est pour ça que j'ai dû plus me reconcentrer, moi, sur le travail, etc. Donc, voilà, c'est un paradoxe. Honnêtement, je n'ai pas la solution ultime. Moi, j'ai fait le pari de déléguer alors que mon EHR n'était pas très élevé et ça a fonctionné pour moi. Mais je pense qu'à partir de 25 €, ce qui est à peu près le taux, le HR de Théo, je pense qu'à partir de 25 €, tu peux déléguer efficacement pour moins de 50% en fait. Parce que tu peux avoir tellement à apporter à une personne en fait, en plus de l'argent. Donc, et puis, en fait, tu es déjà sur un taux horaire qui est déjà au SMIC, quoi. Donc, tu n'es pas non plus tu traites pas les gens comme des esclaves, quoi. Au minimum, ils sont payés autant que le SMIC pour un boulot qui est 10 fois plus agréable que n'importe quoi qu'ils auraient au SMIC. Donc, en vrai, ça reste intéressant pour eux. Donc, ce qu'on veut, c'est déléguer nos actions pour 50% de notre HR. Prérequis, il faut apprendre à dire non par défaut. Donc, ça, c'est une des trucs aussi, un des skills à avoir. J'en ai parlé dans le live productivité, mais si vous ne savez pas dire non, et si votre réponse n'est pas tout le temps non avant de réfléchir, bah, dans ce cas-là, vous allez accumuler de la dette sur votre temps et vous allez devoir le rembourser et c'est chiant, quoi. Donc, il faut le connaître et il faut ne pas être stupide. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais voilà, bref, je me suis chauffé. Donc, en gros, quand vous déléguez, et je ne vous ai pas dit en fait, je vous ai dit déléguer, et depuis tout à l'heure, on parle d'humains. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de déléguer à des humains. Qu'on soit bien clair. Comme je vous ai dit, vous avez les 4 C du leverage et vous avez une infrastructure à construire. Donc, en fait, déléguer, ce n'est pas nécessairement recruter. D'accord? Déléguer n'est pas nécessairement recruter. Vous pouvez déléguer à des humains pour des tâches d'humains. Et c'est ce qui est littéralement abordé dans le live recrutement pendant 2 heures. Donc, ça, je vous laisse aller voir là-dessus, sur comment déléguer à des humains, enfin, comment recruter plutôt. Et comment déléguer à des humains, on le verra sur le live process SOP. Et ça, typiquement, c'est le C de collaboration, en fait. Collaborer, c'est-à-dire déléguer à des humains ou travailler avec des humains, c'est leveraged. Donc, encore une fois, je prends l'exemple de Inès, qui m'apporte plus de levier. Déléguer à des logiciels. Et ça, c'est très intéressant. En fait, rappelez-vous que SaaS veut dire Software as a Service. Ça veut dire qu'en fait, c'est un service, c'est une tâche qui est exécutée par un logiciel à la place d'un humain. Et utiliser un logiciel, c'est moins cher que d'utiliser un humain, en fait. Donc, typiquement, dès que vous en avez l'occasion, déléguez plutôt à des SaaS plutôt qu'à des humains, tout simplement. Surtout pour les tâches chiantes. Et c'est ça qui va arriver avec l'avenir de l'IA, en fait, et de tout ça. C'est que les tâches chiantes ne seront plus faites par des humains à terme. Okay, les tâches chiantes commencent déjà à être faites par des robots, etc. Et les humains gardent les tâches d'humains, pas les tâches chiantes. Donc, exemple concret de déléguer un logiciel, typiquement. Et c'est un truc que j'ai fait, encore une fois, c'est vrai, c'est un exemple concret, c'est un vrai exemple. Moi, comme vous le savez, je poste beaucoup sur LinkedIn. Et à mon prime, entre guillemets, j'étais à 5 posts par semaine. 5 à 7 posts par semaine. D'accord? Sauf que j'écris mes posts dans Notion. Et quand tu écris tes posts dans Notion, tu dois ouvrir LinkedIn à côté, ouvrir Notion. Et en fait, tu dois copier-coller depuis Notion vers LinkedIn pour programmer le post. Et quand tu copies-colles, il y a une espèce de, je ne sais pas ce que ça fait, mais tous tes sauts de ligne, etc., ils sont réinitialisés. Ce qui fait que toi, tu as un post qui est bien organisé sur Notion, tu l'ouvres, tu copies-colles, tu mets dans LinkedIn, tu copies et tu colles dans LinkedIn, et là, tu as une espèce de bloc de merde que tu dois réorganiser derrière. Maintenant, imaginez ça fois 5 à 7 avec mon volume de poste. OK? Donc, en fait, c'est très simple. J'ai pris un chronomètre. J'ai dit, en fait, plus simple que ça.
J'ai vu un logiciel qui permettait un SaaS qui permettait de publier tes posts depuis LinkedIn. Tes posts LinkedIn depuis Notion, ok. J'ai vu le plan payant. Le plan payant était à 14,99 €. J'ai dit, bah ok, on va regarder si ça vaut le coup pour moi de le faire. Et en fait, grâce à tout ce que j'ai fait avant, je peux prendre la meilleure décision possible, genre, sans faille, marge d'erreur 0%, ok. Je suis forcément rentable sur cette action puisque j'ai les données qui me permettent de prendre la bonne décision. Et en gros, je dis, ok, est-ce que 14,99 € par mois, c'est rentable pour moi? Et j'ai dit, c'est très simple. Par mois, je publie au moins 20 posts. J'ai pris un chronomètre. Vas-y, ben, combien ça me prend de publier mes posts pour la semaine, ou je sais plus ce que j'avais fait. J'ai pris un chronomètre, je me suis chronométré en train de faire ça sur tous mes posts de la semaine, donc x5 en un seul bloc. J'ai vu, ok, ça me prend 20 minutes. Ça me prend 20 minutes par semaine, d'accord? Ça me prend 20 minutes par semaine de programmer mes posts de la semaine. Donc 20 minutes x 4, ben, ça fait 60 minutes. Ça fait 80 minutes. Enfin, wow. Ça fait 80 minutes. Donc ça fait 1h20, sachant que à cette époque, je devais être autour des 40 € de l'heure au moins. Et je dis, bah ok, en fait, ça me coûte 60 balles de le faire moi, et je peux le déléguer à ce logiciel qui me coûte 15 €. Donc en fait, no-brainer, genre vraiment no-brainer, genre 10 fois sur 10, dans 100 multivers sur 100, je paye ce plan, en fait, je paye ce logiciel. Et ça, c'est une décision smart, ça, c'est une décision de CEO versus une décision de freelance ou de salarié moyen qui, lui, va se poser la question, 15 € c'est cher, pourquoi ça coûte 15 €? 15 € pour ça, ah là là, je préfère le faire moi-même. Mais arrêtez de croire que l'argent vaut plus cher que votre temps. Genre, votre temps, il vaudra toujours plus cher que l'argent. Donc, en fait, dépenser parfois, c'est genre no-brainer. Dépenser, genre, payer ça, c'est de la survie, en fait. C'est du bon sens. C'est juste du bon sens. Et vous voulez adopter ce mindset-là et ce process-là de prise de décision, et arrêter de prendre des décisions comme 99% des gens, parce que 99% des gens ne sont pas dans la position du 1% par définition, quoi. Donc, soyez intelligents et faites vos calculs. Et quand vous pouvez dépenser pour vous épargner, et là, je rappelle les monnaies, hein. Aujourd'hui, on a parlé que du temps et de l'argent, mais l'énergie, c'est aussi une monnaie. Dès que vous pouvez dépenser sur quelque chose, dépenser de l'argent sur quelque chose qui vous coûte trop cher en temps et en énergie, faites-le. Genre, c'est no-brainer. Genre, c'est vraiment l'argent. Dans cette situation-là, c'est no-brainer. Arrêtez de placer l'argent sur un pédestal, ok? Améliorez votre relation à l'argent, comme je dis à chaque fois. Donc, vous pouvez le déléguer à des humains, live recrutement, à des logiciels. Donc, c'est de collaboration, c'est le code. Oh, incroyable. Ok, on retombe sur nos pattes. Et à des systèmes. Et là, c'est le troisième live de cette trilogie qui va venir, live SOP et process. Donc, le délégué à des systèmes et à une infrastructure. Ok. Et là, bah oui, j'ai mis infrastructure là parce que du coup, ça fait appel à la deuxième chose que je vous ai dit, où je vous ai présenté. Voici ce que c'est qu'une infrastructure. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, il nous reste 12 minutes. Bah, on a bouclé. On a bouclé. Je vais juste faire une courte outro et après, on va passer aux quelques questions. Et ensuite, on va boucler, si ça vous va. Donc, petite outro, lecture conseillée, des livres qui m'ont aidé en fait à mettre en place tout ça, moi, dans mon business et que j'ai trouvé très, très, très bon. C'est ces deux livres-là, Great CEOs Are Lazy, qui expliquent exactement du coup les mécanismes que je vous ai dit, qui font que les CEO ne font rien et pourtant font beaucoup d'argent et ont des décisions impactantes. Et cette deuxième, qui est Buy Back Your Time, qui est pas à pas, là, moi, je vous ai fait un condensé, mais pas à pas. Après j'ai inséré d'autres trucs aussi, hein. C'est pas que sa méthode à lui, mais c'est un livre entier sur comment racheter son temps. Pas mal. C'est grâce à ce livre-là que j'ai pu aussi recruter Inès, etc., et que j'ai mis en place certaines choses là-dessus, quoi. Donc, inestimable. Inestimable, ces deux livres. Pour ceux qui aiment lire Great CEOs Are Lazy et Buy Back Your Time, trop, trop, trop important. Malheureusement, encore une fois, là, je crois que je vous ai mis les liens du store canadien parce que je n'avais pas le temps là, de mettre le VPN et tout. Mais je ne sais pas s'ils sont traduits en français. Mais s'ils sont en français, tant mieux pour vous. Sinon, apprenez l'anglais, bande de fainéants. Genre, il n'y a aucun intérêt à ne pas apprendre l'anglais en 2024. Donc, faites-le. Encore une fois, hein, Edfair Advantage. Hein.
tous ceux qui ne parlent pas anglais, vous faites baiser par les autres qui parlent anglais, tout simplement. Parce que les autres ont accès à ce type d'informations, par exemple. Live associé, donc l'autre live, je vous ai remis ici la fiche live coaching sur le recrutement et le live de recrutement de l'autre fois, qui fait appel du coup à cette partie déléguée à des humains, enfin recruter des humains pour déléguer, qui montre notamment comment, je vais utiliser un petit peu, mais qui montre notamment comment donner envie à quelqu'un de vous rejoindre, comment rendre quelqu'un heureux dans un taf sans pour avoir autant que de l'argent à lui offrir. Okay, vous avez plein de choses à offrir aux gens, vous avez une vision, vous avez des avantages, vous avez du travail intéressant, vous avez des libertés, vous avez plein de choses à offrir en plus de l'argent. Donc, surtout, regardez ce live, c'est très, très important. Et à venir, live, process et SOP. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un live sur comment déléguer à des humains une fois qu'on les a recrutés. Comment, par quel mécanisme, en fait, on fait en sorte qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire et qu'ils fassent ce que vous auriez fait de la même manière que vous, sans avoir à leur expliquer à chaque fois, sans avoir à guider, superviser, etc. Et ça, donc du coup, comment créer des process infaillibles. Et ça, je vais voir, peut-être qu'on va le faire avec Inès, du coup, qui, elle, est quelque part l'autre verso de la pièce, où moi, je vais assembler ça, des process et des SOP, et c'est elle qui les exécute au quotidien. Donc, elle saura mieux expliquer que moi, simplement, à quel point c'est facile à utiliser, qu'est-ce qu'elle trouve pertinent, pas pertinent, intéressant, et apporter son point de vue, du point de vue de la personne qui va exécuter le SOP. Quoi. Voilà, bah écoutez, c'est bouclé, 13h51. On a 10 minutes encore, si vous le désirez. Donc 10 minutes. S'il y en a qui veulent mute, ajouter des choses, poser des questions, même exposer votre cas particulier, hein. C'est le moment, les gars. 10 minutes gratuites. C'est un truc que vous n'avez pas compris. Vraiment, c'est le moment. Surtout, n'hésitez pas. Franchement, faites pas les mecs en mode. Faites pas les dormeurs. J'ai répondu à ta question, Lucas. T'étais pas là quand j'ai répondu? En gros, ce que j'ai dit, c'est que. Ok, j'ai pas trop compris le HR. Ok, on va revenir dessus, parce que ça, je m'en doutais. C'est pour ça que je demande. Donc, j'ai répondu à ta question, Lucas. La réponse courte. Ouais, ne t'inquiète, il n'y a pas de souci, Lucas. Je te refais la réponse. Donc, est-ce que ça vaut le coup de refuser un projet pour avoir plus de temps pour faire des tâches de croissance? Logiquement, oui, si j'ai tout compris. La réponse courte, c'est oui, mais pas pour les raisons que tu penses. En fait, c'est des raisons, du coup, c'est le moment où j'abordais ce qu'on appelle l'opportunity cost. C'est que, en fait, et j'étais en call avec un gars l'autre fois qui a très bien dit ça, tu vois. Il a dit, en fait, refuser un client en fait, c'est pas parce que de l'argent est facile à prendre qu'il est bon à prendre. Déjà, c'est un truc qu'il faut se rappeler. C'est pas parce que de l'argent est facile à prendre qu'il faut le prendre. Il n'est pas forcément bon à prendre. Il faut voir plus loin que ça. Et typiquement, dans le cas où tu as un client qui veut te donner son argent et que tu sais que ce client va t'apporter des maux de tête, comme c'est le cas en ce moment, Axel, il sait très bien de qui je parle et il sait très bien que c'est une cliente que j'aurais jamais dû accepter pour ce montant-là et je savais qu'elle allait me prendre la tête et qu'elle avait des red flags. J'avais voilà. J'ai été obligé de l'accepter à l'époque pour des raisons que j'ai réglées maintenant. Mais typiquement, ce genre de cliente, en fait, j'aurais dû la refuser. Pourquoi? Parce que déjà, ma santé mentale, mon stress et mon épanouissement ne vaut pas d'argent, tout simplement. Donc, en fait, tu ne peux pas acheter ça chez moi, tu ne peux pas acheter mon bien-être. Donc, typiquement, déjà là, sur cette partie-là, boum, ça refuse. Et en plus de ça, c'est que tout le temps que tu vas passer à full fil sur un projet comme ça, c'est du temps que tu ne passeras pas à faire des actions de croissance, comme tu l'as si bien souligné. Donc, en fait, ce projet-là te coûte en réalité le prix de ce que tu aurais pu obtenir si tu avais fait des actions de croissance à la place. Ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Okay, l'opportunité me coûte tant. Donc, si tu prends un projet de 25 heures, etc., tu sais que ton temps, il vaut tant, tu sais que tu aurais pu l'investir dans ça, que ça aurait pu te rapporter tant. Ben, le fait de choisir de faire cette action-là à la place de faire ça, ça te coûte toujours du temps, en fait. Faire un choix coûte toujours. Il y a toujours un prix derrière un choix. Donc, oui, clairement, Lucas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et je dirais, en fait, c'est comme disait du coup Stéphane, pour le citer, qui disait ça, il disait, en fait, je m'en fous, je refuse la cliente, mais du coup, vu que j'ai refusé la cliente, ben maintenant, j'ai ma journée de libre, et comme j'ai ma journée de libre, je vais l'utiliser pour aller prospecter,
Et quand je vais prospecter, je vais en avoir 4 DKML et je vais pouvoir choisir le plus pertinent. Tu vois. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et il dit, alors que si je l'apprends, je n'aurai pas le temps de prospecter et je vais faire une croix sur des clients que j'aurais pu avoir qui sont mieux qu'elle et qui m'auraient payé plus cher. Et c'est vraiment ça, c'est l'essence même du coût d'opportunité. Donc faites attention à votre opportunity cost. Et refusez les clients qui vont vous prendre la tête. J'ai fait, si vous voulez, je ne sais pas si on a le temps, mais en gros, moi, j'ai fait un anti-persona. Je vous conseille de le faire quand vous avez eu suffisamment de clients ou une mauvaise expérience. Par exemple, Romain, je sais que tu as eu une mauvaise expérience récemment. Je ne vais pas dire avec qui, parce qu'ils sont quand même assez connus. Mais je sais que tu as eu une mauvaise expérience. Surtout, dis pas qui, parce que peut-être qu'on ne sait pas où va se retrouver ce live. Mais je sais que tu as eu une mauvaise expérience. Et en fait, ce que tu veux faire, c'est lister l'intégralité des choses qui se sont passées pendant cette mauvaise expérience pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que ces clients n'étaient pas adaptés à toi, ta manière de travailler, à ce que tu fais, etc. Sur quel point est-ce que toi, tu es en faute, en tort? Genre, sur quel point est-ce qu'ils ont raison littéralement? Et sur quel point, non, c'est eux qui ont abusé. Donc, tu veux déjà comprendre voilà, à qui la faute, qu'est-ce qui a mené à cette situation, constater la situation, le problème. Faire comme moi, ce que j'appelle ça, c'est comme une analyse de crash, en fait. C'est comme quand il y a un avion qui se crash, après, on va venir enquêter pour comprendre, OK, est-ce que c'est la faute du pilote? Est-ce que c'est la faute de la tour de contrôle? Est-ce que c'est le moteur qui était défectueux? Comment est-ce qu'on aurait pu mieux agir? Comment faire en sorte que ça ne se reproduise jamais? Et après, tu fais en sorte de déployer les process et du coup les policies dans ton infrastructure, que j'ai dit, pour que ça n'arrive plus. Et du coup, tu fais une analyse de crash, tu attribues les fautes et surtout, tu regardes quelles ont été les conditions qui ont fait que ça arrive et quelles sont les conditions, quand tu as eu plusieurs mauvaises expériences, qu'il y a à chaque fois. Et moi qui ai eu 3, 4, 5 mauvais clients, 3, 4, 5 clients où vraiment ils ont abusé, tu vois, il y a des fois où c'est moi, il y a des fois où c'est eux, et il y en a vraiment qui ont des trucs où ils abusent de fou, et ils ont tous, curieusement, les mêmes traits de caractère et les mêmes, ils disent les mêmes choses, ils se comportent pareil, ils réagissent pareil aux mêmes trucs. Et en fait, tu te rends compte que tu as une espèce de profil, de portrait robot, du mec que tu ne veux absolument pas avoir comme client ou de la personne que tu veux absolument pas avoir comme client. Et c'est ça s'appelle un anti-persona. Tu fais ton persona, tu as ton avatar client, ok, mais tu fais aussi ton avatar et ton persona, ton anti-client. Et du coup, moi, j'ai une liste de 10 à 15 red flags où je sais que si j'entends cette phrase-là pendant un appel, où je sais que si je vois telle attitude ou si je repère tel trait de caractère ou une telle situation de données pour un prospect, je sais que c'est red flag et je sais que je vais devoir le refuser. D'accord. Après, il faut avoir les balls de le refuser, mais au moins, au moins j'avance, quoi. Je suis pas, parce que Romain, ce qui t'est arrivé là, en fait, ça peut te réarriver dans un mois, quoi. Si tu ne fais pas d'action maintenant, ça peut te réarriver. Donc surtout, fais en sorte de faire gaffe à ça, quoi. Et du coup, reposez vos questions si vous en avez ou quoi. On va refaire juste rapidement un tour sur le HR et après on va se quitter. Donc le HR. Où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Tac. Vas-y, dis-moi exactement ce que tu n'as pas compris sur le HR, Romain. Est-ce que tu n'as pas compris à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment le calculer? Ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Rapidement. Photo, il s'est fait daroned. Du coup, Romain, je te posais la question. Bon, c'est dommage parce que vraiment, ce que j'ai dit juste avant te concernait, mais tant pis. Tu regarderai la rediff pour le HR. Ok, tu veux pas que je refasse un tour? Je pense que tout est dans la rediff, que je peux rien y ajouter là pour ta compréhension. J'ai stressé pendant 2 secondes, j'ai cru que j'avais pas lancé le live. Je suis sûr Inès, elle est stressée par rapport à ça depuis le début. Ouais, t'inquiète Inès, on est bien live. Ok, bon écoute, Romain n'a pas envie d'appuyer là-dessus. J'espère que tu comprendras quand même. Est-ce qu'il reste des dernières questions, des derniers trucs ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ça commence à me fouler quand je pose une question. Ok. Je sais jamais s'il va y avoir des réponses. Pas de questions, ça va analyser le toggle, tout est clair, ça va tracer fort.
Let's go les gars. Hein. Et du coup, il y aura l'autre live SOP Process. Je vous jure que déjà là, ce que j'ai résumé, vous vous rendez pas compte de la valeur que ça a. Et recrutement, plus ça, plus le live comment faire un process, un SOP. Oh là là, mais vous flippez. Le bundle des 3 là, je pourrais le vendre en format, je sais pas combien d'euros. Donc, hâte de faire le live process et SOP. Franchement, ça va être énervé. Ah, lourd. Bah, ça fait plaisir, Axel. Bah, là, c'est un petit peu plus high level que d'habitude, ok? Là, ça s'adresse moins à des freelances. C'est plus avancé en termes de business, en termes de mindset et tout. Ça s'adresse vraiment à des CEO et à des gens qui ont besoin de faire et de gérer beaucoup d'argent et qui vont prendre des décisions importantes, etc. Donc, c'est peut-être dur à comprendre pour les gens moyens. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. Mais si vous avez réellement compris ce que j'ai abordé là, c'est vraiment en vrai, c'est les clés de la richesse, hein, quelque part, les clés du succès, etc. Donc, c'est quand même très important. Donc, voilà. Ben, nickel. Ben, rendez-vous pour le live SOP process. Je ne sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine. Je pense à un live sales. Et on va essayer de vous ramener un invité là dans pas longtemps. J'ai plusieurs invités en tête. Donc, ça risque d'être cool. Les prochains invités seront plutôt du côté agency. D'accord? Les noms que j'ai en tête, j'en ai déjà cités. Les gens que je vais essayer de ramener là, ce sera des. À partir de maintenant, là, tous les gens que j'ai en tête, c'est quand même suffisamment des gros noms. Enfin, des gros noms, ouais, des gens qui font ou ont fait plus que moi dans l'ensemble en termes d'argent et d'expérience. Donc voilà, ça risque d'être intéressant. Semaine prochaine, je pense, live sales, chill. Semaine d'après, on va voir si on a un invité. Et après, dans les semaines qui suivront, il y aura ce live-là, process, SOP. Et on fera un live aussi Productize Agency, à mon avis. Comment comment monter une Productize Agency, quels sont mes process à moi, hein, comment moi je mets en place tout ça. Moi, j'ai dit moi. Mais non, on verra tout ça. Moi, je vais vous montrer, je vais en gros, vous disséquer un peu, je pense. Mon business, mes offres, mes trucs, comment ça se fonctionne, comment je prends mes décisions. Parce que je trouve que je ne montre pas assez comment j'applique les trucs. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là, quoi. Ok, let's go. Bah, écoutez, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Inès, je te dis à dans 3 minutes. On fait sur l'autre lien. Et voilà, tu pourras regarder la convo WhatsApp. Ouais, j'ai vu, Théo, en fait, tu m'as envoyé le message, mais genre quelques minutes avant le live. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire, mais ouais, je vais checker ça. Je vais checker ça quand j'ai le temps, hein, frérot, parce que là, j'ai encore 2 heures de call. Hein. Donc, désolé, j'essaie de te répondre en fin de soirée. Ok. Bah, écoutez, merci à vous. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été présent. Et ciao, ciao.